23 mars 1945, Reims, France, quartier général du Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. Dans un ancien entrepôt de Champagne transformé en centre de commandement, le général Dwight D. Eisenhower est assis derrière un vaste bureau en acajou. Dehors, une pluie fine de printemps tambourine contre les vitres. À l'intérieur, les murs ont disparu, sous les cartes. Des lignes rouges et bleues découpent l'Allemagne. Des flèches convergent vers Berlin. Des pointillés remontent jusqu'aux plages de Normandie, traçant les artères logistiques de la guerre. Eisenhower épluche des demandes d'approvisionnement pour les opérations de franchissement du Rhin. Carburant pour la First Army, munitions d'artillerie pour la Ninth Army, renforts destinés aux divisions de Hodge. La guerre se gagne aussi, ici, dans l'encre et les chiffres. Une bataille sans fin, indispensable, exténuante. La porte s'ouvre. Son chef d'état-major, le général Walter Bedell Smith, entre sans un mot. Son visage est fermé. Dans sa main, une seule feuille. Un rapport sur les prisonniers de guerre. Third Army, daté du 23 mars 1945, 06h00. Smith pose le document sur le bureau. Eisenhower jette un coup d'œil. Sa main s'immobilise en plein milieu d'une signature. Il cligne des yeux, relit la ligne. Son visage se vide de toute expression. Ni colère, ni étonnement. Juste le vide. Ce silence intérieur qui survient quand l'esprit refuse d'admettre ce qu'il voit. « Bedell », murmure-t-il. « Ce chiffre, c'est bien 50 ? Oui, mon général. 50 000 ? En une nuit, oui, 18 heures exactement. » Eisenhower relève la tête. « Revérifiez. C'est déjà fait. 2 fois. Le 12e corps annonce 28 000. Le 20e corps, 22 000. Total, 50 127 prisonniers ennemis capturés entre le 22 mars à 18h00 et le 23 mars à midi. Eisenhower repose son stylo. Il attrape un autre dossier, le rapport du 21e groupe d'armée. Le commandement de Montgomery, au nord. Il parcourt les chiffres. 47 000 prisonniers, 8 divisions, 4 semaines d'opération. Patton vient de dépasser ce total en 18 heures avec 6 divisions. Bedell. Combien de camps de prisonniers la Third Army a-t-elle en service ? 17, monsieur. Et ça suffit ? Non, monsieur. Ce matin, ils en demandent 12 de plus. Priorité absolue. 12 ? Pourquoi ? Ils n'ont plus de barbelés. Eisenhower le fixe. Plus de barbelés en une nuit. Apparemment, quand vous capturez 50 000 hommes, il faut près de 150 km de clôture pour les contenir selon les normes de la Convention de Genève. La Third Army a utilisé toute la réserve du théâtre avant l'aube. C'est impossible. Smith ne cille pas. Apparemment pas quand il s'agit de George Patton, monsieur. Eisenhower se lève et rejoint la grande carte de situation. Son doigt suit les positions de la Third Army dans ce qu'on appelle la poche du Palatinat, ce triangle de territoire allemand coincé entre le Rhin, la Moselle et la ligne Siegfried. 2 semaines plus tôt, le renseignement estimait qu'une 14aine de divisions allemandes s'y trouvaient, éprouvées, mal ravitaillées, mais solidement retranchées. Les planificateurs prévoyaient au moins 2 semaines pour réduire la poche. Progression méthodique, artillerie coordonnée, élimination prudente des points d'appui. Patton a tout balayé en 3 jours. Mettez-moi le QG de la Third Army en ligne. Puis Eisenhower ajoute, presque pour lui-même, et le pire, ce n'est même pas le nombre de prisonniers, c'est qu'il n'a demandé l'autorisation à personne. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, si vous aimez découvrir les moments méconnus de la Seconde Guerre mondiale, les décisions, les personnalités, les exploits impossibles qui ont façonné l'histoire, abonnez-vous à Voix du Front. Laissez un like, un commentaire, dites-nous quel commandant vous aimeriez voir à l'honneur. Nous racontons les histoires que les manuels résument en quelques lignes. Revenons maintenant à mars 1945, au moment précis où Eisenhower comprend que son général le plus imprévisible vient de réécrire les règles de la guerre de mouvement. 23 mars 1945, 16h00. La ligne téléphonique entre Reims et le poste de commandement avancé de la Third Army à Idar-Oberstein crépite de parasites. Eisenhower décroche. Sa voix est calme, parfaitement maîtrisée. La voix d'un homme qui a appris à ne plus montrer sa surprise quand il parle à George S. Patton. « George, j'ai sous les yeux un rapport indiquant que vous avez capturé 50 000 prisonniers sans demander d'unité de traitement supplémentaire, sans coordination avec la logistique du groupe d'armée. Vous avez une explication ? »
Un silence. Puis la voix de Patton, posée, presque amusée. Eh bien, ils continuaient à se rendre. Je n'allais tout de même pas leur dire de revenir demain quand l'administration serait prête. Ce n'est pas une plaisanterie, Georges. Moi non plus, monsieur. Le 12e corps a percé à Kaiserslautern. Le 20e a frappé par le sud. Tout s'est effondré plus vite que prévu. Avant minuit, des régiments entiers se rendaient, sans tirer un coup de feu. Certains marchaient, eux-mêmes, vers l'arrière. On manquait de MP pour les encadrer. Eisenhower ferme les yeux. Il voit la scène. Les blindés de Patton enfonçant les lignes faibles, l'infanterie qui suit, des unités allemandes exténuées, coupées, encerclées, comprenant qu'il n'y a plus d'issue, le rouleau compresseur de la Third Army, lancé à une vitesse que l'ennemi ne peut plus suivre. Montgomery a passé 1 mois à préparer l'opération Plunder, reprend Eisenhower. Artillerie massive, parachutage, 2 divisions. Il franchit le Rhin selon le manuel, avec toutes les ressources possibles. Et moi je l'ai traversé cette nuit, coupe Patton, sans perdre un homme. Vous aurez le rapport demain matin. Silence. Un silence total. Dans la pièce, les officiers d'état-major se figent. Smith s'arrête net. Tous regardent Eisenhower, guettant sa réaction. Vous avez franchi le Rhin, sa voix est très basse. Quand comptiez-vous me le dire ? Maintenant, monsieur. 23h30 hier soir, la 11e division blindée, des canaux d'assaut au sud de Mayence. Presque aucune opposition. Nous sommes déjà à 10 km à l'intérieur. Francfort est à portée. La main d'Eisenhower se crispe sur le combiné. Georges, vous allez me provoquer une crise cardiaque. Le chef a concentré ses moyens pour le passage de Montgomery. Des semaines de préparation. Churchill est sur place. C'était censé être le franchissement officiel des Alliés. Vous avez agi en solitaire, Ike. Chaque heure d'attente est une heure que les Allemands utilisent pour se ressaisir. J'avais une tête de pont à Oppenheim. J'avais les embarcations. J'avais l'élan. J'ai saisi l'occasion. Si j'avais attendu une autorisation, ils auraient renforcé la rive Est et nous aurions perdu des hommes inutilement. Il y a une logique implacable dans ce raisonnement. Eisenhower le sait. Patton est imprudent. Oui, indiscipliné, sans aucun doute. Mais il a aussi raison plus souvent qu'il n'a tort. Et quand il a raison, son efficacité est dévastatrice. Nous en reparlerons à votre retour au quartier général, conclut Eisenhower. D'ici là, essayez d'éviter de capturer toute la Wehrmacht sans prévenir personne. Bien compris, monsieur. La ligne coupe. Patton a raccroché. Eisenhower repose lentement le combiné. Il se tourne vers Smith. Bedell informait les commandants des groupes d'armées. La Third Army a franchi le Rhin. Sans autorisation. Avec succès. Aucune perte. Il marque une pause. Montgomery va adorer. Smith esquisse presque un sourire. Oui, monsieur, je vais rédiger le message avec beaucoup de soin. À Idar Oberstein, au QG avancé de la Third Army, Patton raccroche et se tourne vers ses officiers. Chef des opérations, renseignements, logistique, tous l'observent, suspendu à ces mots. Messieurs, dit-il avec un sourire, le commandant suprême souhaiterait que nous ralentissions. Son chef des opérations, le colonel Maddox, hausse un sourcil. Et ralentissons-nous, mon général ? Patton s'approche de la carte, pose son doigt sur un point, bien au-delà de leur position actuelle, de l'autre côté du Main. Nous serons de l'autre côté de ce fleuve avant minuit. La 4e division blindée ouvre la route. Je veux Francfort demain après-midi. Le 24 mars, le système de gestion des prisonniers du théâtre européen est submergé. 63 000 captifs s'entassent dans des installations prévues pour 15 000. Les bataillons de police militaire travaillent jour et nuit à ériger des camps improvisés avec tout ce qu'ils trouvent, barbelés récupérés sur des bunkers, pieux arrachés aux barrages routiers, éléments de la ligne Siegfried, jusqu'aux dents de dragon transformés en poteaux de clôture. Un rapport urgent du 12e corps arrive. Des officiers allemands organisent eux-mêmes leurs hommes, faute de gardes américains en nombre suffisant. Les prisonniers montent leurs propres équipes de travail, cuisinent avec des stocks capturés, installent même des sentinelles parmi eux pour empêcher les évasions. Un chaos étrange, structuré, fonctionnel. Mais à peine. La Croix-Rouge internationale câble le Chaef. La Convention de Genève exige abri, nourriture et soins médicaux dans les 24 heures suivant la capture. Les installations de la Third Army dépassent leur capacité de plus de 400%. Action immédiate requise.
Au quartier général, le général John Lee, responsable de la logistique de 9 armées alliées, entre dans le bureau d'Eisenhower avec une pile de rapports et une tension mal contenue. « Monsieur, dit-il en étalant des graphiques, la Third Army a déjà consommé 110% de son quota de carburant pour le mois de mars. Elle a dépassé ses dotations en munitions de 40%. Elle réquisitionne des rations dans les dépôts de la First Army sans autorisation. Et selon ceux-ci, ils ont capturé tant de véhicules allemands qu'ils utilisent désormais des camions ennemis pour ravitailler leurs propres unités. Eisenhower observe les feuilles, du rouge partout. Dépassement, alerte, rupture de normes. « Est-ce que ça fonctionne ?» demande-t-il simplement. Lee cligne des yeux. « Monsieur, vous me demandez si l'offensive de Patton fonctionne? Atteignent-ils leurs objectifs ?» Lee hésite. Ils avancent si vite que nos convois n'arrivent de plus à suivre. Patton s'empare de dépôts allemands et fait rouler son armée avec le carburant de l'ennemi. Hier, le 20e corps a pris un parc à essence près de Darmstadt. Il l'a immédiatement distribué à ses bataillons de chars, sans même passer par les circuits habituels. Mais est-ce que ça fonctionne? Lee baisse les yeux vers ses tableaux, puis relève la tête. Parfaitement, monsieur. Ce qui, d'une certaine manière, est encore pire. Eisenhower manque de sourire. Combien de carburant économisons-nous grâce à ces initiatives? Les premières estimations parlent de près de 8 millions de litres en 2 semaines, et environ 3 semaines de capacité de transport. Il fait littéralement approvisionner sa guerre par l'ennemi. Eisenhower reste silencieux un instant. Alors laissez-le continuer. Mais assurez-vous que quelqu'un documente tout cela. Si un jour nous devons refaire la même chose, il faudra comprendre comment il s'y prend. Puis, plus sombrement, et mes problèmes ne font que commencer, car le 26 mars, Patton cesse de répondre au téléphone. 25 mars 1945, quartier général du 21e groupe d'armée, près de Venlo, aux Pays-Bas. Le feldmaréchal Bernard Lao Montgomery est assis dans sa caravane, lisant le rapport matinal. L'opération Plunder doit être lancée dans la nuit. Le franchissement officiel du Rhin. 3 semaines de préparation. 80 000 hommes, 3 500 pièces d'artillerie, 2 divisions aéroportées larguées derrière les lignes. Churchill lui-même assistera à l'opération depuis la rive ouest. Tout était réglé, planifié, calibré. La méthode britannique, la force écrasante appliquée avec précision. Son officier de renseignement lui tend un document, résumé des opérations de la Third Army. Montgomery lit. Son visage reste impassible, mais ceux qui le connaissent perçoivent la crispation autour de ses yeux. Patton a franchi le Rhin la nuit précédente en canot d'assaut, sans bombardement préparatoire, sans rideau d'artillerie massif, de simples embarcations et de l'infanterie. Et il est déjà à plus de 10 km à l'intérieur. Montgomery repose le rapport. Prends un formulaire. Écris lentement, avec soin, à l'intention du chef. Merci de confirmer que les opérations de la Third Army n'interfèrent pas avec le calendrier de l'opération Plunder. Une avance alliée coordonnée est essentielle au succès. Recommandons clarification immédiate des limites de commandement et des objectifs opérationnels. Son chef d'état-major lit le message. Il comprend immédiatement le sous-texte. Traduction : dites à Patton d'arrêter de me voler la vedette. Le message part pour le chef. Smith le lit à Eisenhower. Celui-ci pousse un long soupir. C'est cela, le vrai travail du commandement suprême. Une facette dont on ne parle presque jamais. Gérer les égos, équilibrer les tempéraments. Faire en sorte que des hommes brillants mais ingérables avancent dans la même direction au lieu de se mesurer les uns aux autres. Rédiger une réponse, dit Eisenhower. Assurez Montgomery que l'opération Plunder reste l'effort principal. Le passage de la Third Army est une action d'appui. Insistez sur la coordination, même si Patton est déjà plus profondément en Allemagne que les objectifs initiaux de Plunder. Justement pour cette raison. Il marque une pause. Monty doit savoir que son opération compte. Et elle compte réellement. Nous avons besoin de franchissement sur tout le Rhin, pas seulement de la chevauchée de Patton au sud. Smith acquiesce et commence à écrire. Eisenhower, lui, se tourne vers la carte. Patton approche de Francfort. Montgomery se prépare à franchir le fleuve. La First Army consolide ses positions à Remagen. La Ninth soutient l'ensemble. L'avance alliée fonctionne. Indéniablement. Elle ne fonctionne simplement pas comme prévu. Eisenhower commence à comprendre que c'est presque toujours ainsi quand George Patton est impliqué, et puis Churchill entre dans l'équation. 26 mars 1945.
Le Premier ministre Winston Churchill arrive au quartier général de Montgomery pour assister personnellement à l'opération Plunder. Il a amené des photographes, des correspondants de guerre, plusieurs membres du Parlement. Tout est prêt pour ce qui doit être la traversée triomphale du dernier grand obstacle avant Berlin. Un moment d'histoire. On lui présente le plan, les cartes, le dispositif d'artillerie, les largages aéroportés. Tout est grandiose, massif, parfaitement orchestré. Une opération de vitrine, telle que l'Empire britannique sait les concevoir. Puis quelqu'un mentionne que la Third Army a déjà traversé le Rhin 2 jours plus tôt. Le visage de Churchill ne trahit rien. Il se tourne lentement vers Montgomery. « Est-ce exact ? » ?»« Oui, monsieur le Premier ministre. Le général Patton a effectué un franchissement non autorisé au sud de Mayence dans la soirée du 22 mars, sans coordination préalable avec le Chaef ni avec les armées voisines. Churchill assimile l'information. L'officier du renseignement de Montgomery désigne la carte. Ils ont progressé de plus de 70 km au-delà du Rhin, ce matin. Ils approchent Jena de Francfort. Churchill fixe la carte. Puis contre sa droite, contre toute attente, il sourit. Un vrai sourire de Winston Churchill. « Messieurs, il semblerait que les Américains nous aient pris de vitesse. Quelle audace ! De la part du général Patton. » Il se tourne vers Montgomery. « Bernard, je vous suggère de faire en sorte que l'opération Plunder soit menée avec une telle ampleur que personne ne se souvienne de qui a traversé le premier. Ils sont passés en canot. Nous traverserons avec tout le poids de l'Empire britannique. C'est une manœuvre diplomatique parfaite. Reconnaître l'exploit de Patton tout en repositionnant Plunder comme l'événement majeur. Churchill comprend ce qu'Eisenhower comprend. Ce n'est pas une compétition. C'est une guerre. Et pour l'instant, les Alliés sont en train de la gagner. Cela n'empêche pas Montgomery d'envoyer un nouveau message au Chaef, demandant si l'avance de la Third Army ne va pas un peu trop vite pour garantir une coordination correcte avec les forces voisines. Eisenhower lit le message, le tend à Smith. « Bedell, quelle est la façon diplomatique de dire « Laissez Patton courir » ? Smith réfléchit. « Je vais trouver quelque chose, monsieur. » Ce qui se produit ensuite forcera Eisenhower à prononcer des mots qu'il n'aurait jamais cru dire à propos de George Patton. 27 mars 1945. Salle des opérations du Chaef. La grande carte murale est mise à jour toutes les 6 heures. Ce matin-là, les officiers chargés des pions de la Third Army rencontrent un problème. « Monsieur, » dit un jeune lieutenant à l'officier de service, « je n'arrive pas à confirmer ces positions. Selon le rapport du matin, la 4e division blindée est à Francfort. La veille, elle se trouvait encore 50 km, plus à l'ouest. C'est impossible en 24 heures avec opposition. » L'officier consulte les journaux radio, relit les comptes rendus, compare avec la carte de la veille. Le lieutenant a raison. La 4e blindée a avancé de près de 50 km pendant la nuit. Le 12e corps est à Würzburg. Le 15e corps a pris Darmstadt. La Third Army progresse plus vite que les cartes ne peuvent être mises à jour. « Modifiez les marqueurs », ordonne l'officier. « Notez Punktistone à... » Positions estimées, non confirmées. On éclaircira avec le prochain rapport. Quand le rapport suivant arrive, les positions ont déjà changé. On passe à des mises à jour toutes les 4 heures, puis toutes les 2 heures. Cela ne suffit toujours pas. À peine un pion est-il déplacé que Patton l'a déjà dépassé. C'est du jamais vu. La résistance allemande s'effondre. Des régiments entiers se rendent. Non parce qu'ils sont battus sur le champ de bataille, mais parce qu'au moment même où les ordres de défense arrivent, les chars américains sont déjà dans leur dos. Au QG du 21e groupe d'armée, l'officier de liaison britannique avec la Third Army envoie un message. Nous sommes le 28 mars. Ils ont 13 jours d'avance sur le calendrier. Montgomery le lit, ne dit rien. Reprend la planification des opérations de suivi de Plunder. Si Patton ignore le planning, Montgomery, lui, veillera à ce que les forces britanniques exécutent le leur à la perfection. Au QG de la Third Army, Patton étudie ses cartes quand son chef du renseignement, le colonel Oscar Koch, entre avec les derniers chiffres. « Monsieur, à midi aujourd'hui, le total des prisonniers capturés depuis le 22 mars s'élève à 91 000. » Patton relève la tête. « 91 000 ? Oui, monsieur. 12e corps, 41 000. 20e corps, 33 000. 8e corps, 17 000. » Il hésite. «
Nous avons capturé plus de prisonniers en 6 jours que pratiquement n'importe qui. Patton sourit. Oscar envoyait un message au général Bradley. Dites-lui que s'il me donne assez d'essence, j'ai la Third Army à Berlin en 48 heures. Koch hésite. Monsieur, on ne devrait pas faire valider ça par le chef ? Envoyez le message, Oscar. Le message part pour le quartier général du 12e groupe d'armée. Le général Omar Bradley, supérieur direct de Patton et vieil ami, le lit. Secoue la tête, décroche le téléphone. Huic, j'ai renoncé à essayer de contrôler George. Je me contente de l'appeler chaque matin pour savoir où il se trouve, poursuit Bradley. Hier, il devait sécuriser des têtes de pont. Aujourd'hui, il est sur le point de couper la principale route de repli de tout le groupe d'armée B. Demain, il sera probablement en Bavière. De l'autre côté de la ligne, Eisenhower garde le silence quelques secondes. Brad, est-ce qu'il atteint ses objectifs ? Il atteint des objectifs qui ne lui seront officiellement assignés que dans 2 semaines. Alors laissez-le courir. Mais assurez-vous que quelqu'un consigne tout ce qu'il fait. Si ça fonctionne, il faudra l'étudier. Et si ça ne fonctionne pas, Bradley raccroche, se tourne vers son chef d'état-major. Donnez la priorité absolue à la Third Army pour le carburant et commencez à rédiger des rapports de fin d'opération, détaillés. Parce que personne ne croira cette histoire quand la guerre sera terminée. Du côté allemand, le tableau est tout autre, et infiniment plus inquiétant. Le général Hermann Balck commande le groupe d'armée G chargé de faire face à Patton dans le sud de l'Allemagne. Vétéran du front de l'Est, il a affronté l'armée rouge, il sait ce qu'est une guerre blindée rapide, brutale, sans répit. Mais ce qu'il voit en mars 1945 dépasse tout ce qu'il connaît. Le 28 mars, Balck tente d'établir une ligne défensive le long du Main. Il envoie des ordres à 3 divisions, tenir les passages, empêcher les Américains de créer des têtes de pont, gagner du temps pour permettre au groupe d'armée B de se replier depuis la Ruhr. Quand ces ordres parviennent aux unités de première ligne, les chars américains ont déjà franchi le fleuve. La ligne défensive que Balck voulait bâtir n'a en réalité jamais existé. Après la guerre, lors des interrogatoires alliés, il dira « Nous ne comprenions pas la vitesse de Patton. Notre doctrine exigeait consolidation. Après un fleuve, repos, ravitaillement, artillerie, puis seulement la phase suivante. Patton, lui, ne s'arrêtait jamais. Quand nos ordres arrivaient, ces chars étaient déjà derrière nos positions. C'était comme combattre un incendie de forêt. Partout où nous tentions de le contenir, il s'était déjà propagé. » Un autre officier allemand résumera la situation plus crûment. « Patton ne nous a pas combattus, il nous a écrasés. Ce n'est pas la même chose. » Même l'officier de liaison soviétique auprès du Chaef prend note. Le 28 mars, il envoie un rapport à Moscou. Le général américain Patton progresse à un rythme comparable aux opérations soviétiques de 1944 durant l'offensive Bagration, capturant les forces allemandes avant qu'elles ne puissent établir des positions défensives. Recommandons l'étude des méthodes américaines de guerre mobile. L'armée rouge, pionnière de la doctrine de bataille en profondeur, est impressionnée. C'est à cette vitesse que la Third Army se déplace. En 5 jours, elle a avancé de plus de 100 km au-delà du Rhin. Elle a capturé 93 000 prisonniers. Elle a détruit ou saisi près de 1400 véhicules allemands. Et elle menace d'encercler l'intégralité du groupe d'armée B dans la Ruhr, une opération que les planificateurs du Chaef estimaient à 6 semaines. Patton en a accompli l'essentiel en moins d'1. À son poste de commandement avancé, Patton fixe la carte, suit du doigt les axes vers Berlin, Prague, Munich. Puis il se tourne vers son état-major. « Messieurs, nous tenons les Allemands à la gorge. Chaque heure où nous conservons l'élan est une heure où ils ne peuvent ni se réorganiser, ni reprendre souffle. Je me moque d'être en avance sur le calendrier. Je me moque que la logistique hurle. Nous avançons jusqu'à ce qu'on nous ordonne de nous arrêter. Et peut-être même après. Quelqu'un évoque les pertes. La réponse de Patton est immédiate. Nous subissons moins de pertes en allant vite qu'en avançant lentement. La vitesse est une armure. La vitesse est une puissance de feu. La vitesse gagne les guerres. Il a raison. Les pertes de la Third Army durant l'offensive de mars sont étonnamment faibles, moins de la moitié de ce que le Chaef avait projeté pour une opération de cette ampleur. Parce qu'ils vont trop vite. Les Allemands n'ont pas le temps d'organiser une résistance cohérente. Les unités se rendent. Les points forts sont contournés plutôt qu'attaqués. Patton a compris quelque chose d'essentiel. Dans la guerre de mouvement, la vitesse est une arme. Mais au chef, une question obsède désormais tout le monde. Combien de temps pourra-t-il continuer ainsi ?
29 mars 1945. Le général Eisenhower décide qu'il doit voir cela de ses propres yeux. Il monte à bord de son C-47 personnel et s'envole vers Francfort, capturé le matin même par la Third Army. Lorsque l'appareil se pose, l'aérodrome est encore encombré d'épaves d'avions allemands. Au bout de la piste, Patton attend. Uniforme impeccable, bottes lustrées, le revolver à crosse d'ivoire bien en évidence à la ceinture, et ce sourire familier. Eisenhower descend, balaie le terrain du regard, aperçoit Francfort au loin, les colonnes de fumée montant encore à l'horizon. « George, dit-il, avez-vous la moindre idée du nombre de règlements que vous avez violés cette semaine ?» Patton claque un salut. « Non, monsieur, j'étais trop occupé à gagner la guerre. » Ils rejoignent le véhicule de commandement de Patton, une voiture d'état-major allemande capturée en chemin. À l'intérieur, des cartes couvrent chaque surface. Compte rendu, notes de renseignement, bilan logistique, le chaos ordonné d'un quartier général qui avance trop vite pour s'installer. Vous avez dépassé vos quotas de carburant. Capturé plus de prisonniers que notre système ne peut en gérer. Franchi le Rhin sans autorisation. Et vous vous êtes projeté si loin devant la First Army que vos flancs nambs sont exposés sur près de 100 km. Patton sort une carte plus grande, la déploie sur le capot. Ike, regardez. Ici, nous avons coupé la retraite de la 7e armée allemande. Le 12e et le 20e corps referment la pince. 2 jours, peut-être moins. Nous fermons la poche de la Ruhr. 300 000 Allemands hors de combat, peut-être davantage. Plus de retraite, plus de ravitaillement. C'est fini pour eux. Eisenhower étudie la carte. Patton a raison. L'avance de la Third Army a créé une opportunité que le Chaef n'avait pas envisagée avant un mois. L'encerclement de la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne, défendu par ce qui reste de mieux dans la Wehrmacht, est en train de se jouer, non par des opérations méthodiques, mais par la vitesse pure. Et Montgomery ? Demande Eisenhower. Patton ne réfléchit pas. Monty s'en sort très bien. Il tient le nord. Moi je tiens le centre, entre nous. Ensemble nous mettons fin à cette guerre. Sa méthode fonctionne, la mienne aussi. Elles sont différentes, mais elles fonctionnent toutes les deux. C'est la réponse la plus diplomatique possible, et elle est vraie. L'approche méthodique, écrasante de Montgomery et l'offensive fulgurante, agressive de Patton réussissent simultanément. Les Allemands sont incapables de faire face aux deux à la fois. Eisenhower contemple la carte. 93 000 prisonniers, la tête de pont sur le Rhin, la percée vers la Ruhr, les villes tombées, les divisions allemandes disloquées. Puis il regarde Patton, épuisé, exalté, déjà en train de penser à la suite. « George, dit Eisenhower à voix basse, vous allez soit terminer cette guerre 6 mois plus tôt que prévu, soit nous faire tous encercler. » Patton sourit. « J'accepte le pari, monsieur. » Eisenhower esquisse presque un sourire. Presque. 50 000 prisonniers en une nuit. Plus qu'un groupe d'armée entier en un mois. Vous savez ce que ça signifie ? Le sourire de Patton s'élargit. Que la Third Army aura le premier choix dans les stocks de bière allemande quand nous arriverons en Bavière. Eisenhower secoue la tête. Il est frustré, il est impressionné, il est exaspéré. Devant lui se tient un homme qui agit selon des règles qu'aucune doctrine n'a jamais écrites, qui obtient des résultats qui ne devraient ne pas être possibles, qui rend l'impossible presque banal. Et c'est alors que Eisenhower prononce les mots. Des mots qui définiront Patton, des mots qui formulent enfin ce que tous pressentaient sans parvenir à l'exprimer. Eisenhower regarde Patton, regarde la carte couverte d'exploits invraisemblables, regarde ce général qui viole toutes les règles et réussit quand même. Cela veut dire, George, que vous êtes le seul homme que je connaisse capable de rendre l'impossible routinier. Silence. Patton cesse de sourire. Juste un instant. Il comprend parfaitement ce que cela signifie. Ce n'était pas un compliment. Ce n'était pas un reproche. C'était une reconnaissance. L'énoncé d'une vérité fondamentale que tous avaient observée sans jamais la formuler. Les autres commandants planifièrent le possible. Ils calculaient la logistique, jaugeaient les forces ennemies, estimaient des délais, prévoyaient des scénarios. Ils opéraient dans le domaine de l'atteignable. Patton, lui, évoluait ailleurs. Il ne transgressait pas les règles par imprudence, il les dépassait, parce que son rythme opérationnel appartenait à un autre niveau. Il avait compris quelque chose que la doctrine n'avait pas encore intégré. L'élan est un multiplicateur de puissance. Quand vous allez plus vite que l'ennemi ne peut observer, décider et réagir,
quand vous ne lui laissez jamais le temps de se regrouper, quand vous retournez ses propres attentes contre lui. Alors, l'impossible devient inévitable. Les 50 000 prisonniers n'étaient pas une anomalie. C'était une preuve. La preuve que Patton avait appris à transformer la vitesse en arme. Les unités allemandes ne se rendaient pas parce qu'elles étaient vaincues dans des combats classiques. Elles se rendaient parce qu'au moment même où les ordres de défense arrivaient, les chars américains étaient déjà derrière elles. Elles se rendaient parce que résister n'avait plus de sens quand l'ennemi était partout à la fois. Eisenhower l'avait compris. Ce qui ressemblait au chaos n'en était pas. C'était une forme de guerre hautement sophistiquée. Une guerre qui violait tous les principes de l'avance méthodique, mais qui accomplissait en quelques jours ce que les méthodes orthodoxes auraient mis des semaines à produire. « Merci, monsieur, » dit Patton doucement. Puis le sourire revient. « Maintenant, à propos de cette allocation d'essence. » Eisenhower éclate de rire. « Retournez au travail, George, et essayez de nous laisser quelques Allemands à capturer. » La campagne du Palatinat-Rhin du 13 au 28 mars 1945 se solde par la capture de 113 000 prisonniers allemands par la Third Army, plus que l'ensemble du 21e groupe d'armée britannique sur la même période, qui en a capturé 87 000, malgré un nombre de divisions inférieur. Au 1er avril, la Third Army a progressé de près de 200 km au-delà du Rhin. La poche de la Ruhr est refermée le 4 avril, piégeant plus de 317 000 soldats allemands, le plus vaste encerclement de forces ennemies sur le front ouest, et Patton en a accompli l'essentiel en moins d'une semaine. Les chiffres donnent le vertige. Le franchissement du Rhin à Oppenheim, 16 canaux d'assaut, de nuit, sans préparation d'artillerie, sans perte. Le franchissement de Montgomery à Wesel, opération Plunder, 82 000 hommes, 3 500 pièces d'artillerie, 2 divisions aéroportées, près de 4 000 victimes. Les 2 opérations réussissent. Les 2 sont nécessaires. Mais le contraste est saisissant. Les logisticiens du Chaef calculeront plus tard que l'utilisation par Patton des stocks allemands capturés, carburant, munitions, parcs de véhicules, a épargné à la chaîne d'approvisionnement alliée des millions de litres de carburant et plusieurs semaines de capacité de transport. Il a littéralement forcé l'ennemi à alimenter sa propre défaite. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. La vraie histoire, c'est ce que Patton avait compris, et qui rendait nerveux les états-majors et terrifiait ses adversaires. Dans la guerre moderne, la vitesse n'est pas seulement un avantage tactique. Chaque heure durant laquelle la Third Army avançait était une heure pendant laquelle le commandement allemand ne pouvait ni se réorganiser, ni établir de ligne de défense, ni se replier proprement, ni engager de réserve, ni coordonner ses unités. Les 50 000 prisonniers d'une nuit n'ont pas été pris parce que la Third Army était plus forte. Ils ont été pris parce qu'elle était plus rapide. La vitesse déclenchait une réaction en chaîne. Les unités perdaient le contact avec leurs états-majors. Les ordres devenaient obsolètes avant même d'être exécutés. Les plans défensifs s'effondraient parce que, lorsqu'une position était prête, l'ennemi l'avait déjà dépassée. Patton avait transformé l'élan en arme, et une fois lancé, il ne le relâchait jamais. Le génie d'Eisenhower, et c'en était un, fut de comprendre que ce qui ressemblait au chaos chez Patton était en réalité une forme de guerre d'une sophistication que la doctrine n'avait pas encore rattrapée. Elle violait toutes les règles de l'avance méthodique et pourtant elle produisait des résultats que les opérations conventionnelles étaient incapables d'atteindre. Dans ses mémoires, Crusade in Europe, publié en 1948, Eisenhower écrira que les opérations de Patton au moment du franchissement du Rhin démontrèrent que l'audace calculée, lorsqu'elle est soutenue par un état-major compétent et un commandement agressif, peut comprimer des calendriers que la planification classique juge impossibles. Et il ajoute cette phrase célèbre : « J'ai passé la moitié de mon temps à le freiner et l'autre moitié à me demander pourquoi je m'en donnais la peine. » Toutes ces années-là, Eisenhower savait que Patton était difficile, qu'il était indiscipliné, qu'il provoquait des cauchemars logistiques et des migraines diplomatiques. Mais il savait aussi qu'une fois lancé contre l'ennemi, Patton produisait des choses que personne d'autre ne pouvait produire. En juin 1945, lorsque le général George C. Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine, l'architecte de toute la machine de guerre des États-Unis, examine les statistiques de la campagne d'Europe, il remarque quelque chose d'extraordinaire. Le taux de capture de prisonniers de la Third Army en mars 1945 dépasse celui de toute l'armée américaine lors de la dernière grande offensive allemande de la Première Guerre mondiale. Une armée,
1 mois, 113 000 prisonniers. Sur le rapport, aujourd'hui conservé aux archives nationales, Marshall, Griffon à la main, recommandait l'étude des opérations de la Third Army comme base pour une future doctrine de guerre mobile. Recommandait également de tenir Patton à l'écart des officiers du ravitaillement. Même George Marshall, sérieux, méthodique, l'homme du règlement et de la structure, reconnaît que Patton a découvert quelque chose qui mérite d'être étudié, quelque chose qui dépasse la sagesse militaire conventionnelle. L'homme qui captura 50 000 Allemands en une nuit termina la guerre après avoir fait près de 956 000 prisonniers au total, davantage que n'importe quelle autre armée alliée, américaine, britannique, canadienne ou française. Et il accomplit cela tout en manquant perpétuellement d'essence, tout en dépassant sans cesse ses quotas logistiques, tout en opérant constamment en avance sur le calendrier. Les chiffres finaux de la Third Army sont vertigineux, 531 jours de combat, plus de 2 millions de kilomètres parcourus, 12 000 villes et villages libérés ou pris, 956 000 prisonniers capturés, environ 400 000 pertes infligées à l'ennemi. Pertes propres, environ 137 000 hommes, dont 21 000 tués au combat. Pour donner un ordre de grandeur, cela représente un ratio de capture proche de 7 pour 1. Pour chaque soldat américain perdu, la Third Army a mis hors de combat 7 soldats allemands par la capture. Un chiffre presque sans équivalent dans l'histoire militaire. Après la guerre, des historiens militaires se penchent sur les opérations de la Third Army, cherchant à comprendre comment Patton a accompli ce qu'il a accompli. Le Command and General Staff College de l'armée américaine consacre un cours entier à l'offensive de mars 1945. La conclusion est simple et profonde. Patton avait compris que, dans la guerre de mouvement, le cycle de décision de l'ennemi est une faiblesse. Si vous allez plus vite que l'ennemi ne peut observer, s'orienter, décider et agir, si vous menez plusieurs opérations avant qu'il n'ait terminé de réagir à la première, alors vous créez la paralysie. L'ennemi est vaincu par la désorientation. Le général allemand Hermann Balck, longuement interrogé après la guerre par des historiens américains, dira « Les opérations de Patton n'étaient pas seulement rapides, elles étaient incompréhensibles. Nous ne pouvions pas prédire où il frapperait ensuite, car il ne suivait aucun schéma prévisible. Il attaquait là où nous étions faibles, contournait là où nous étions forts, et ne s'arrêtait jamais assez longtemps pour nous permettre de nous réorganiser. C'était comme combattre de la fumée, partout et nulle part à la fois. Peut-être la meilleure définition jamais donnée de sa méthode. Combattre de la fumée, partout et nulle part à la fois. L'Union soviétique étudia elle aussi longuement les campagnes de Patton. La doctrine de la bataille en profondeur, élaborée dans les années 1930 et perfectionnée pendant la Grande Guerre patriotique, reposait sur des principes similaires de vitesse et de rupture. Les théoriciens militaires soviétiques reconnurent en Patton un esprit proche, un homme qui comprenait l'art opératif à son plus haut niveau. Dans les académies militaires soviétiques d'après-guerre, l'offensive de mars 1945 de Patton fut enseignée aux côtés des grandes opérations soviétiques comme exemple de pénétration profonde à l'arrière de l'ennemi. L'ironie, c'est que Patton n'avait jamais étudié la doctrine soviétique. Il n'en avait pas besoin. Il avait compris intuitivement ce que d'autres avaient formalisé théoriquement. Il semble que les grands esprits militaires finissent toujours par converger vers les mêmes vérités, quelle que soit leur nation ou leur doctrine. Mais peut-être l'hommage le plus révélateur vient-il d'une source inattendue. En 1947, lors des procès de Nuremberg, le feldmaréchal Wilhelm Keitel, ancien chef du haut commandement allemand, est interrogé. On lui demande quel général allié les Allemands redoutaient le plus. Sa réponse est immédiate. Patton. Nous savions toujours où Montgomery allait frapper. Nous pouvions anticiper les décisions d'Eisenhower. Bradley était méthodique. Mais Patton, nous ne savions jamais où il surgirait. Et une fois qu'il se mettait en mouvement, nous ne pouvions plus l'arrêter. L'homme que les Allemands craignaient le plus. Le général qui captura 50 000 prisonniers en une nuit. Le commandant qui rendait l'impossible routinier. George S. Patton mourut en décembre 1945, dans un accident de voiture en Allemagne. Il ne rentra jamais chez lui, ne connut jamais l'accueil triomphal qu'il aurait mérité, ne vit jamais ses petits-enfants. Mais son héritage survécut. Dans la doctrine, dans la théorie militaire, dans la certitude que la vitesse, l'élan et l'audace
peuvent accomplir ce que la seule puissance de feu ne peut pas. Après sa mort, Eisenhower écrivit dans une lettre privée « George était le plus brillant commandant de combat que j'ai jamais connu, et aussi le plus difficile. Je n'aurais pas gagné la guerre sans lui, je n'aurais probablement pas survécu à la paix avec lui. Il était un guerrier au sens le plus pur, mal à l'aise dans tout autre monde que celui de la guerre, transcendant au combat. Peut-être l'épitaphe la plus juste, un guerrier au sens le plus pur, transcendant dans le combat. La Third Army que Patton avait façonnée, les méthodes qu'il avait inventées, le rythme opérationnel qu'il avait imposé, tout cela devint le socle de la doctrine blindée américaine. Le manuel de campagne de 1949 sur les opérations mécanisées intégra directement des enseignements tirés des campagnes de 1945 de la Third Army. Dans les années 1980, la doctrine américaine de l'Airland Battle reprit l'obsession de Patton pour la vitesse, la pénétration profonde, la désorganisation de l'adversaire. Même les théories modernes de la manœuvre doivent quelque chose à ce que Patton prouva possible en 1945. Il captura 50 000 Allemands en une nuit. Pas par une supériorité de feu, pas par un écrasement numérique, mais par la vitesse, par l'élan. Par la compréhension que, dans la guerre, l'esprit de l'ennemi est le véritable champ de bataille. Désorientez-le, plongez-le dans la confusion, allez plus vite qu'il ne peut penser, et il se détruira lui-même. C'était là le génie de Patton. Et c'est pour cela qu'Eisenhower prononça ces mots, le 29 mars 1945, dans une ville allemande fraîchement conquise face à des cartes couvertes d'exploits impossibles. « Tu es le seul homme que je connaisse capable de rendre l'impossible routinier. » Ce n'était pas un compliment, ce n'était pas une insulte, c'était simplement la vérité. Et si vous êtes allé au bout de cette histoire, merci d'avoir regardé WWE2 Elite. C'est exactement ce que nous faisons ici, plonger au cœur de l'histoire. Pas seulement les batailles célèbres, mais les personnalités, les décisions, les instants qui ont tout changé. Si vous voulez d'autres récits de ce genre, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un commentaire pour nous dire quelle histoire de la Seconde Guerre mondiale vous aimeriez entendre ensuite et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment l'histoire militaire. Ces histoires méritent d'être racontées. Ces hommes méritent d'être honorés. Et les leçons qu'ils nous ont laissées méritent d'être comprises. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, l'histoire ne se résume pas à ce qui s'est passé.